y a un côté un peu bipolaire quand on rentre de ce genre d'expérience qui est très simple, c'est qu'en fait une partie de nous n'est pas rentrée. Et je dirais même que la partie de nous qui n'est pas rentrée, bien souvent, c'est l'esprit. Voilà, notre corps est là, notre corps est rentré en France, notre esprit est ailleurs. Notre esprit est encore un peu là-bas. Le parquet a requis 10 ans de prison contre Jonathan Guillot, le policier accusé d'avoir dérobé 52 kilos. La guerre pour un journaliste, je pense que c'est quelque chose d'excitant, qui est intrinsèque à notre métier. C'est quelque chose qui attire, qui répulse, c'est vraiment des sentiments qui sont mêlés, mais qui nous poussent quand même à y aller. Oh, bon car. Voiture piégée! Voiture piégée! Un kamikaze vient de faire exploser son véhicule sur la colonne de combattants. Quand on rentre, il faut faire attention à tout ce qui va pouvoir éventuellement remplacer l'adrénaline de la mort. L'adrénaline de la mort, l'adrénaline de la guerre, l'adrénaline Les soldats s'enfuient par crainte. de conditions difficiles de reportage, l'adrénaline d'une vie qui n'est pas la sienne. Et il est facile quand on rentre de compenser. Alors certains compensent par la drogue, par l'alcool, par la fête, par une activité excessive, Moi, quand je suis rentré, je ne pouvais pas m'arrêter d'avoir des activités, par exemple. Je ne pouvais pas me reposer. C'est quelque chose que je m'interdisais de faire. J'arrivais pas du tout à m'arrêter, en fait. Simplement, même 5 minutes, même 2 minutes, j'arrivais pas du tout à prendre le temps de vivre. J'arrivais pas à prendre le temps de profiter de mes proches. J'arrivais pas à prendre le temps de me reposer. C'est une suractivité permanente dont on a besoin, en fait. C'est une forme de drogue aussi, hein, la suractivité. Hein. Dans la voiture! Dans la voiture! Avance jusqu'au pick-up! Monte! Allez, monte! John, t'es où? Les ambulanciers repartent. Bouge, bouge! Amenez-le sur la table, allez, allez! Vite! Où sont ces foutus pansements thoraciques? Vite! Le trauma, c'est, pour un petit peu expliquer au niveau psychique, mais de manière assez schématique, c'est quand on est confronté à un événement qui nous confronte au réel de la mort. Le réel de la mort, notre appareil psychique, il n'est pas conçu pour être confronté à ça. C'est-à-dire que on sait qu'on va mourir un jour, on est conscient de ça, mais on n'y passe pas tout le temps. Et à partir du moment où on est confronté à ce réel de la mort, il y a ce mythe, ce qu'on appelle le mythe de l'immortalité, qui s'écroule. Et donc, avec cette confrontation, il y a quelque chose, alors on appelle ça, alors c'est un petit peu technique, mais on appelle ça le corps étranger interne. C'est-à-dire qu'on est confronté au réel de la mort, ce qui nous fait évidemment penser à notre propre mort, mais comme notre appareil psychique n'est pas conçu pour le rationaliser, il va se balader. Il ne va pas trouver un noyau pour s'ancrer, et c'est pour ça qu'on l'appelle corps étranger, parce qu'il vient de l'extérieur interne, puisqu'on l'internalise, et il se balade, et il fout le bordel, pour être clair, dans toute notre conception du monde. Nicolas Poincaré avait présenté un reportage sur les orphelins du Rwanda. Je vous propose de l'écouter, réagissant en direct sur notre antenne cet après-midi de Sarajevo, où il est de nouveau en reportage. Je suis à Sarajevo, plus précisément, je viens de sortir de Sarajevo par les monts Igman, dans un petit village, je vous appelle un petit village qui s'appelle Tarsin, et qui est donc au bout de cette piste qui permet de sortir de Sarajevo, cette piste dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, parce qu'on espère peut-être y ouvrir un corridor, et en attendant l'ouverture de ce corridor, ça reste une piste très dangereuse. Il y a moins de 2 heures, un car qui roulait juste devant nous a été pris sous le feu des balles, et les passagers ont dû en sortir en courant. C'est pour ça que ça m'a un petit peu difficile comme ça de me réjouir après avoir diffusé un reportage sur un drame terrible au Rwanda et puis avoir vécu cette scène il y a moins de 2 heures. Je n'ai pas pu entendre. Donc, je me souviens d'un jour de Sarajevo où on était parti très tôt le matin et il y avait beaucoup de neige et on s'était fait tirer dessus, donc on avait vraiment eu très peur en sortant parce qu'à cause de la neige on ne pouvait pas rouler vite, donc du coup dans les passages dangereux on était au ralenti. Enfin bref, et j'ai fini par prendre un avion qui a décollé très vite pour l'Italie, puis un autre pour Paris, et à 14h j'étais chez moi et j'avais un fils qui devait avoir 6 ou 7 ans.
et qui me dit c'est dégueulasse, j'ai des copains qui sont allés à Disneyland et pas moi, je veux y aller. Je lui dis ok, on y va. Il m'a dit faut pas de ma gueule. J'avais encore mon gilet pare-balles à la main, mon casque, mes fringues dégueulasses. Et je lui ai dit viens, on y va. Et on est parti aussitôt. Je crois que j'ai dû prendre une douche vite fait. Et à 14h, 15h, j'étais dans des manèges à Disneyland. Et à 6h, je me faisais tirer dessus à Sarajevo. À 15h, j'étais dans les manèges de Disneyland. Et évidemment que mon fils, il n'avait pas envie que je lui raconte Sarajevo, quoi. Il avait 6 ans, il avait envie qu'on profite et tout. Et ça, c'est des switches dans la tête. On se dit, ok, ce matin, c'était à Sarajevo, cet après-midi, c'est Disneyland. Demain ou après-demain, je retrouverai des copains qui connaissent bien Sarajevo et qui m'écouteront. Et voilà. Et compartimenter son cerveau, quoi. On finit par y arriver, parfois. Il y a quelque chose de l'ordre, dans le langage courant, qu'on va dire schizophrénique, parce qu'on a quand même deux parties du cerveau. Une partie qui dit « si, c'est vraiment arrivé », et une partie du cerveau qui dit « non, 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 non ». Et plus on dit « non, non, c'est bon, ça va bien », etc., plus la partie qui dit « non, non, mais je te jure, c'est vraiment arrivé », va venir en fait nous intruser. Donc on va avoir les symptômes d'intrusion. Pourquoi ? Parce que le cerveau, il a simplement besoin qu'on reconnaisse qu'il s'est passé quelque chose de grave et qui sort de l'ordinaire, et que maintenant c'est terminé, et que maintenant on est en sécurité. Bonjour, moi je suis William Daniels, photographe, je suis venu ici avec Edith Houvier, on travaillait pour le Figaro Magazine et moi je travaillais aussi pour Time Magazine, et donc j'étais aussi dans le groupe hier quand il y a eu cette explosion. J'ai beaucoup de chance, moi j'ai rien, mais ce qui est important c'est Edith, il faut qu'elle puisse être évacuée d'ici. Comme elle vous l'a expliqué, elle a une double fracture et elle ne peut pas être transportée très très facilement. Donc il faut absolument pouvoir sortir d'ici pour qu'elle puisse être opérée. Elle a besoin d'une opération chirurgicale. Voilà, mais le moral est bon. Elle est à la pêche, elle sourit. If you are going to send journalists into war zones, then I believe very strongly that the organization has a moral responsibility to look after the journalists. I mean, if a journalist breaks a leg covering war, you will of course provide treatment to the journalist. You will evacuate him from the war zone, you would get him or her to the orthopedic surgeon. If necessary, they would have surgery, they would put the plaster on, you would take care of the leg. If a person develops an emotional injury, you need to take as good a care of that as any other injury. You cannot distinguish between the two. So I think it's a moral imperative that news organizations look after their journalists properly, and proper care means good emotional care. It's just as important as physical care. Ce que je constate, c'est qu'on m'a appelé pour les attentats qui ont eu lieu en France, Paris ou Nice, pour les rédactions. Hein. On m'appelle pas pour d'autres choses dans ces rédactions. Have promised to provide training and shelter for the students. The opposition parties in Rangoon have yet to decide. I covered Thailand, Burma, Cambodia, Laos and Vietnam, and I was also one of the journalists who covered the Tiananmen Square story in Beijing. When I was in the Middle East, I travelled throughout the region to the Arab countries. I was also based for a time in Jerusalem, and I covered the Second Intifada in the Palestinian territories. I also covered numerous conflicts in southern Lebanon between Israel and Hezbollah and Lebanese forces. So yeah, I've had a reasonable exposure to some areas of conflict. One-party government. However, the military coup crushed open dissent in a crackdown in which many hundreds of people have been killed.
you also then see from the other side, as a manager, the impact of this work on people in the field. I was taking responsibility for people who I knew were in places like Baghdad, in fairly unsecured hotels at a time when people were being kidnapped and journalists were being killed, trying to secure the best possible security for those people in those situations. It's a responsibility that you have to take very seriously, and I did. En fait, il se trouve qu'il y a 20 ans, on n'avait pas du tout le réflexe de se dire tiens, au retour, il faut aller voir une psychologue, ou au retour, il y a besoin de ça. Ça n'existait pas, c'est pas une question qui se posait. Moi, quand je rentrais à France Info à l'époque, mes chefs ou mes copains de bureau, ils me disaient ça va. Hein. Il y en a même qui me disaient ça va, et oh, c'est pas parce que tu viens de couvrir un génocide que tu vas prendre la grosse tête, tu vas partir couvrir la grève du métro. Enfin, ça m'est arrivé d'être volontairement renvoyé dès le lendemain couvrir le tout venant de l'actualité. The news organizations, when they educate the journalists about what might happen from a trauma perspective, that's good, because if the journalist understands what the risks are and what the symptoms are, then they will reach out for help more quickly or quicker, so that's good. I also think that news organizations who provide counseling to journalists when they come back from war zones, that's good, because if you pick up problems earlier on, you can prevent them developing into bigger problems, so that's good. If you develop something like post-traumatic stress disorder, then there are effective treatments for it, so it's very important that you get referred to the right kind of treatment program for your help. It was very important for me when I was head of international to put a lot of effort into structuring the risk program around the correspondents who are working in conflict zones. So we had a very careful look at the risk policies, the guidelines and the training, and we put a lot of work into improving that and tightening up and codifying the policies and the security guidelines for people working overseas. Recently I was in Venezuela and we were interviewing a gang of kidnappers, and that was a similar thing, like in a different way, where I'm not traumatized, but there's a memory of walking up through the slums, through the barrio, to meet these gangsters. We don't really know what's about to happen, but we know they're pretty heavy dudes, and then suddenly 6 guys come out of nowhere, balaclavas, machine guns, machetes, all the things. They knew our fixer. They went to high school together, so I felt like I was in a safe thing. But there's nothing that really prepares you for having a gun pointed at you and you walking into a place. And in doing that, we still got the job done. We got the interview, we got everything done, and it was, made it into the show, so it's wonderful. But it is it's that evening, that afternoon, I remember just sitting down going, wow, that was really full on. And it is a memory now that, when I hear a certain sound or a thing, I'm like, God, that one time, man, that was crazy. And all those things go through your mind, like, whoa, what's going to happen now? Like, this is heavy, the guns are out. But I try to keep it my professionalism, try to work with that. And I'm there to do a job, and that is to capture the picture or get the story or whatever it is we were doing at the time. And in that particular moment, in both those particular moments, walked away unscathed. But with certain memories, Part of that program, a really important part of that, was the peer support network. And that basically entails having journalists that other journalists respect, who make themselves available as peer supporters. So they are people that people can talk to privately and confidentially about their work and about any issues they may have, any traumatic events they may have experienced. A general acceptance has emerged within the ABC that and that if you have an issue, it's better to say something basically than not. And we've seen what happens to people who haven't let things go. It doesn't always end very well. Families fall apart, mental health, there's lots of issues with that. So there's been an acceptance to actually make a better work environment, and is to accept that people have issues and perhaps give them the resources to be able to deal with that.